Merci de votre attention. L'actualité ce mardi, le processus de décentralisation. Bientôt, le transfert de compétences aux communes, aux collectivités. Le Conseil national de suivi s'est réuni pour la première fois ce mardi. L'instance doit travailler sur les tests et les orientations. Les travaux ont été présidés par le Premier ministre, commissaire Classo. Examen périodique universel. Que fait le Togo des recommandations au titre du deuxième cycle pour le respect des droits de l'homme? Un rapport national a été présenté ce mardi par le secrétariat d'État aux droits de l'homme. Enfin, ce concours de plaidoirie sur le droit humanitaire à l'initiative La Croix-Rouge, la phase finale s'est déroulée à Kara, à l'université. Le récit, Nestor Mouzou, en fin d'édition tout à l'heure. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue, bonsoir à tous. L'acte 1 pour le Conseil national de suivi de la décentralisation. Première réunion donc ce mardi pour l'instance. L'objectif, lancer le processus de transfert de compétences aux communes, aux collectivités. L'exercice fait appel à de nouvelles orientations. Un processus qui va s'appuyer sur le PUDC, a dit ce matin le Premier ministre à l'ouverture des travaux. Lucassi et Demsoussoupo. Le défi de la décentralisation est lancé. Bientôt, les collectivités locales feront face à leur propre développement sur tous les plans. La gouvernance locale oblige. Mais pour que cela soit une réussite, le gouvernement veut mettre en place les garde-fous, explorer toutes les pistes possibles pour s'assurer que la procédure, une fois lancée, ne connaîtra pas de blocage. Ainsi, tous les acteurs impliqués dans le suivi de la décentralisation ont répondu à cette première session qui leur permettra d'apporter des idées nouvelles et des solutions susceptibles d'enrichir le processus en vue de son aboutissement. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a un projet de loi qui est à l'Assemblée nationale qui porte sur la création de nouvelles communes. Bientôt, cette étude va démarrer. Mais nous serons outillés par les débats et nous serons mieux armés pour suivre et défendre les tests le moment venu à l'Assemblée nationale. Mais après, il y a le transfert de compétences qui fera l'objet d'une loi. Il y a l'intercommunalité. Il y a la modification globale de la loi sur la décentralisation qui existe. Aujourd'hui, si le projet de loi déposé à l'Assemblée nationale est suivi par les députés, nous passerons entre 110 et 115 communes. Ça change tout. Donc tous les tests qui existent en la matière doivent être revus. Et tout ça, au cours des débats ici, nous aurons certainement des positions et des conseils des uns et des autres. Cela nous permettra d'évoluer dans l'élaboration des tests que nous sommes en train de faire. La décentralisation, vue comme un créneau de lutte contre la pauvreté et de gestion locale des ressources, est d'une importance capitale pour un développement inclusif. La décentralisation oblige le pouvoir central de déléguer une partie de son pouvoir aux citoyens de la base, organisés en entités que nous appelons collectivités locales. Donc cela suppose quoi? Cela suppose que la décentralisation, non seulement est un objectif, mais c'est une dynamique de développement. Une dynamique en ce sens que la décentralisation responsabilise les citoyens, mais oblige aussi les autorités d'être très regardantes. Parce que c'est fini le temps de « on ne nous a rien fait ». Qu'est-ce que nous avons fait pour notre développement, pour notre localité? C'est ça. La première question à laquelle les gens doivent trouver une réponse, comment faire pour transformer notre milieu et par quels moyens nous allons transformer notre milieu eux-mêmes. Et cela suppose que la décentralisation ne cède pas place aux paresseux. Cette session inaugurale du Conseil national de suivi de la décentralisation marque la volonté des plus hautes autorités d'asseoir une dynamique d'action locale créatrice de richesse et du bien-être des collectivités territoriales. La présente cérémonie de lancement du Conseil national de suivi de la décentralisation est fille de la détermination imprimée par le chef de l'État à faire réussir le processus en cours. Dans une dynamique consolidatrice, il a été mis en place en 2014 le comité technique chargé de l'élaboration de la feuille de route de la décentralisation et des élections locales. Il a été invité, dans le cadre d'un débat pluraliste, participatif, comparatiste et inclusif, à définir, à la lumière des réalités politiques et socio-économiques,
de nouvelles orientations pour faire décoller la machine décentralisatrice et rendre la décentralisation plus légitime, plus efficace et plus solidaire. Dans cet esprit, l'ambitieux et légitime programme d'urgence de développement communautaire, PUDC, initié par le président de la République l'année dernière, doté d'un budget de plus de 155 milliards de francs CFA sur une période de 3 ans et piloté par le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, vient à point nommé. En effet, ce programme qui couvre l'ensemble du pays et qui a pour objectif d'améliorer de façon significative les conditions de vie des populations vivant dans les zones peu ou mal desservies par les infrastructures de services sociaux et économiques de base, s'inscrit bien dans ce processus de la décentralisation, étant entendu qu'il permet de doter les futures collectivités locales en équipements indispensables pour leur fonctionnement. Il nous faut aujourd'hui aller de l'avant en tenant compte de tous les acquis déjà engrangés. Les défis que pose la décentralisation au Togo se situent au niveau du renforcement de la démocratie représentative et participative, du transfert des compétences et des ressources et de leur gestion par les collectivités locales et d'une grande participation de la population aux activités économiques, sociales et politiques. Une fois réalisées, les collectivités territoriales vont participer avec l'État à l'administration et à l'aménagement du territoire. L'atteinte de cet objectif nécessitera de doter les collectivités territoriales de moyens pour la gestion efficiente de leur territoire. Le renforcement des capacités financières des collectivités territoriales consistera à mettre en place un mécanisme de financement des collectivités. Il est impérieux de tenir compte de l'inégalité de situation des collectivités territoriales. Ceci passera notamment par l'opérationnalisation du Fonds d'appui aux collectivités territoriales et la dotation des collectivités de patrimoine propre. Toutefois, des stratégies endogènes de création de la richesse doivent être encouragées en vue de tonifier le système d'échelle de financement des régions, préfectures et communes. Pour le Premier ministre, Commissaire Lom-Klassou, président du Conseil national de suivi de la décentralisation, la mise en œuvre de la décentralisation doit être participative. Prioritairement, il faudrait une proximité de l'administration par rapport à ses usagers dans les collectivités territoriales. À ce titre, il y a lieu de renforcer la déconcentration des ministères avec le transfert d'un réel pouvoir de décision et des moyens conséquents aux structures déconcentrées que sont les régions, les préfectures et les communes. Conscient du fait que la responsabilité des finances est une composante essentielle dans l'ancrage de la décentralisation et surtout la jouissance des atouts afférents, il est utile de penser d'ores et déjà à rationaliser l'exercice futur par la formation des cadres. En ce sens, la mise en place d'un programme de formation continue en décentralisation et gestion locale et la constitution d'un corps d'administrateurs territoriaux à l'École nationale d'administration ENA, avec l'appui des universités publiques, ceci sans délai est une preuve de la disponibilité réflexive et opérationnelle du gouvernement. Il est clair que la recherche et la formation des compétences humaines et la culture de la reddition des comptes seront les principes de base
de la gouvernance locale. Mesdames et messieurs les membres du Conseil national de suivi de la décentralisation, nous devons mettre du cœur à l'ouvrage et travailler en toute confiance, sans aucun calcul. Bien entendu, chacun dans son rôle, afin de faire avancer le processus de décentralisation jusqu'à son terme. Vous conviendrez avec moi que pour y parvenir, nous devons absolument bannir les relents de la méfiance lancinante et surmonter, dans un esprit patriotique, la sphère d'influence des pesanteurs héritées, mais aussi politiques. Loin de moi de vouloir dire que nous devons penser et agir comme un seul homme, je voudrais au contraire souligner avec force que le Conseil national de suivi de la décentralisation doit être un cadre contributeur dans lequel l'ensemble des membres sont mus par l'intérêt national. Ce faisant, nous allons ensemble faire œuvre utile, d'une part, dans la consolidation de la paix sociale, de la cohésion nationale, de la lutte contre la pauvreté et les inégalités spatiales, et d'autre part, en assurant les bases d'un réel progrès sur l'ensemble du territoire en vue d'un développement socio-économique viable et partagé. Les missions désormais dévolues au Conseil se déclinent en 4 principaux axes. D'abord, fixer les orientations pour la mise en œuvre de la décentralisation et veiller à leur cohérence avec les autres politiques sectorielles. Ensuite, proposer des mesures pour améliorer le processus, définir les mécanismes de coordination des acquis des partenaires en matière de décentralisation et enfin, faire procéder à l'évaluation de la mise en œuvre de la décentralisation. Et on l'a entendu dans le reportage, bientôt fini le temps où l'on attend tout de l'État pour le développement de son milieu. Chaque commune, chaque collectivité devra prendre en main la gestion de ses ressources avec des compétences locales. En clair, mettre la décentralisation au service du développement. Comment cela se fait? Eh bien, c'est justement l'objet de ce dossier de la rédaction, dossier signé Luc Assis avec Edem Soussoupo. Le transfert de compétences et de ressources au niveau local, soubassement d'une décentralisation efficace et efficiente. C'est un processus qui donne l'opportunité aux citoyens de s'impliquer pleinement dans la gestion ou la gouvernance de la chose publique à la base. Source de création du bien-être des collectivités locales, la décentralisation permet de lutter plus efficacement contre la pauvreté puisqu'elle donne la possibilité aux populations à la base d'élire leurs propres dirigeants. Des dirigeants qui vont donc s'appuyer sur leurs capacités et ressources locales pour développer leur milieu. La décentralisation, telle que initiée, ça va aider les populations à bénéficier de beaucoup de services sociaux pour le développement. Donc, les chefs traditionnels ont leur part à jouer en ce sens que ils seront membres, pas tout à fait entiers des élus locaux des communes rurales, mais ils auront leur mot lorsque ils sont consultés pour l'initiation des projets. C'est pourquoi nous disons que la décentralisation pour les chefferies traditionnelles, c'est une bonne chose. Parce que c'est ça qui va faire évoluer la population, leur localité, dans tous les domaines du développement. Elle doit comprendre que là où elle se trouve à Djakpanga, le développement de Djakpanga et son développement à elle aussi se trouve entre ses mains et que la possibilité lui est donnée, non pas d'une décision au niveau central depuis Lomé, mais d'une décision au niveau local, c'est-à-dire par des gens qu'elle connaît elle-même, par des gens qu'elle fréquente tous les jours, qui ont en main la prise en charge de la gestion de sa localité et à la limite très proche d'elle-même pour qu'elle aussi puisse donner son idée sur ce qu'elle pense sur la gestion de sa localité. Le processus de décentralisation lancé au Togo depuis quelque temps déjà
continue d'avancer avec des actions concrètes posées par les parties prenantes. En témoigne la mise en place du Conseil national de suivi de la décentralisation depuis le mois de janvier de cette année. Une institution diversement appréciée. La décentralisation définit le développement à la base. Il est essentiel que lorsque nous prenons le tournant de cette décentralisation, toutes les idées et tous les apports soient pris en compte pour que cette décentralisation-là soit réussie et effective dans notre pays. Nous y sommes en espérant que les travaux seront contradictoires et que les apports et les idées des uns et des autres seront pris en compte pour que le foisonnement de ces idées-là soit bénéfique pour le processus qui vient ainsi d'être enclenché. Nous attendons beaucoup de ce processus qui est lancé. Ce que je retiens, et c'est la dernière phrase du discours du Premier ministre. Il est temps de décentraliser. Quand un chef d'État, un chef de gouvernement parle comme ça, ça veut dire que c'est un décret. C'est ce qui a donné naissance au décret, ça. C'est un déclic pour nous tous aujourd'hui que le Togo ne peut pas se développer dans un processus qui va de haut vers le bas, mais du processus qui va de la base, depuis les cantons, depuis les communes rurales, jusqu'à la tête du pays. Important dans le développement des localités et du pays, la décentralisation rapproche davantage l'administration des administrés. Et le Conseil s'attellera à fixer les orientations pour la mise en œuvre de la décentralisation en cohérence avec les projets et actions de l'État. Autre titre de l'actualité ce soir, le Togo et les droits de l'homme. Que dit le rapport national au titre du deuxième cycle de l'examen périodique universel de vulgarisation des recommandations en matière de respect des droits humains? Eh bien, le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme s'est prononcé ce mardi à Lomé et c'est dans un rapport. Les précisions, écoutez ça là, Augustin Kossi avec Rachel Aoukou. Le rapport de l'examen périodique universel deuxième cycle, un processus vers la promotion et la défense des droits humains au Togo. Sur 195 recommandations formulées à l'endroit du pays, 167 ont été acceptées et 26 d'entre elles sont déjà mises en œuvre. Cette rencontre avec les institutions de la République, les organisations de la société civile et les hommes des médias est destinée à élaborer, dans une approche participative, un cadre de suivi du processus. Un pas vers la consolidation de l'état de droit, bien apprécié par les acteurs en charge du développement durable. La présentation de l'année dernière a montré quand même beaucoup d'avancées au niveau des droits de l'homme au Togo, parce que sur les recommandations qui ont été formulées par les pays, le Togo a accepté pratiquement la quasi-majorité de ces recommandations. Je crois qu'en matière politique, en matière des droits des femmes, en matière des droits des jeunes, je crois qu'on a noté de grandes avancées qui ont été faites par le Togo. C'est donc une ouverture politique, un nouvel engagement institutionnel, un nouveau départ vers le renforcement de la démocratie. Ce qui dénote de l'amélioration du cadre macroéconomique, l'adoption de divers textes de loi, notamment le nouveau code pénal, le code des personnes et de la famille et le code de justice militaire. Les efforts sont bien réels, mais les défis n'en sont pas moins importants. Nous ne devons donc pas dormir sur nos lauriers, car la réalisation des droits de l'homme est une quête permanente et leur jouissance effective constitue le levier de tout développement durable. C'est d'ailleurs pour cette raison que les droits de l'homme sont au cœur des 17 objectifs de développement durable ODD adoptés par la communauté internationale. Le Togo a, à travers le nouveau plan de développement national PND 2018-2022, en cours d'élaboration, fait sien ses ODD. Un exercice dont la pratique sera fort aisée au Togo puisqu'il fait partie déjà des 122 pays retenus à titre pilote pour la réalisation de cet agenda planétaire. Et l'implication de tous les acteurs contribuera sans doute à l'amélioration et à la protection des droits de l'homme. Le Escrom au centre communautaire de Baie cet après-midi, instant d'échange avec les populations de Lomé commune sur le processus de réparation et de réconciliation, le compte-rendu des échanges avec Ramdan Bassina.
Le HCOUN poursuit sa campagne de sensibilisation afin d'impliquer chaque Togolais dans le processus de réconciliation et sensibiliser chaque acteur sur la phase des réparations telle que recommandée par la CVJR. Ce jour, Lomé et les cantons d'Aflaogakli, Bé, Amouti-V et Baguida s'imprègnent de la justice transitionnelle et de la nécessité pour tous d'instaurer un climat de confiance. Le pardon, c'est un mot qui est simple, mais c'est fort. Le pardon, c'est un cheminement. Nous devons apprendre à se pardonner. Si on ne se pardonne pas, ce que nous voulons dans ce pays, nous ne pouvons pas le faire. L'échange de mots que j'ai vu maintenant par rapport aux ceux qui ont été blessés et les victimes. Avant, il n'y avait pas ça, mais maintenant, c'est bon. L'islam nous a montré ça bel et bien, la réconciliation, quel que soit ce qu'on t'a fait, tu dois pardonner. Le pardon, c'est ce qui est très bon. De cette rencontre, l'on retient que cette démarche d'aller vers les populations a toute son importance auprès des populations qui ont leur rôle à jouer pour la bonne marche du processus. Le mandat de la CVJR couvre une période bien délimitée. C'est la période de 58 à 2005. Cette période a fait l'objet de travail que la CVJR a effectué. Il y a un rapport qui est établi. Et donc le HCOUN ne travaille que sur ce rapport et sur les recommandations issues de ce rapport. Et donc nous avons expliqué à la population d'abord comment est-ce que le HCOUN lui-même a pu être créé. Nous avons expliqué ce qu'on appelle la réparation dans un cadre de justice transitionnelle. La séance de sensibilisation demain avec les jeunes, associations et corps constitués marquera une des dernières étapes de la tournée nationale du HCOUN dans le contexte de la mise en œuvre des recommandations de la CVJR. Dans l'actualité, le statut de la fonction publique avec les nouvelles procédures administratives. Explication de test ce matin aux agents du ministère chargé de l'agriculture. But de l'exercice, les rendre plus productifs. Rachel Aokou. La fonction publique exige de ses agents plus de professionnalisme afin de produire un service de qualité dans le but de mettre fin à certaines habitudes jugées mauvaises attribuées aux fonctionnaires. Le ministère en charge de l'agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique sensibilise donc ses agents sur les nouvelles dispositions administratives, les droits et devoirs des fonctionnaires. Et pour les agents récalcitrants, plusieurs sanctions sont prévues. Les sanctions sont prévues qui vont d'une catégorie appelée les sanctions de premier degré qui constituent l'avertissement jusqu'à la mise à pied. Mais au-delà de ces niveaux de sanctions dits de premier degré qui peuvent être prises au niveau de chaque ministère par les chefs de département, les autres sont à la charge du ministre de la fonction publique. Ce sont les sanctions dites de deuxième degré. Lorsque la faute commise est assez grave et qu'il faille aller au-delà de la mise à pied dépassant 15 jours, c'est seul le ministre de la fonction publique qui intervient pour prononcer ces sanctions disciplinaires. La plupart du temps, nous ne sommes pas informés de nos droits et de nos obligations. Il faut qu'au niveau régional et au niveau de toutes les structures du département, on soit au même niveau d'information sur les nouvelles procédures d'évaluation du personnel et les techniques d'évaluation du personnel et des procédures administratives qui sont en vigueur. Comme innovation, le nouveau statut de la fonction publique régit l'ensemble des agents publics, notamment les fonctionnaires et les contractuels. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique ambitionne de toucher tous ces agents sur l'ensemble du territoire national afin que leur rendement soit positif à tous les niveaux. Pour des élections justes, crédibles et transparentes en conformité avec les tests innovants, les chambres de commerce sont en session de formation depuis ce matin. L'exercice devrait servir de levier à la croissance économique. Ferdinand Chassoua, Komo Boyondé. Bientôt de nouvelles échéances pour renouveler les structures dirigeantes des chambres de métiers. Un défi qui s'annonce délicat pour les membres des commissions en charge de l'organisation de ces élections. La question de la justesse et de la transparence s'impose. Déjà nommés,
ils doivent œuvrer pour le respect des tests. Il est dit dans le code que nous avions mandat pour 3 ans. Mais cette fois-ci, les réformes ont réactualisé pour ajouter 1 an, juste pour aller jusqu'à l'union. Pour renouveler ces instances, il faut d'abord à la base connaître les métiers qui font partie de ces élections. Et dans le test, il est réparti en 8 branches professionnelles. Ces 8 branches professionnelles doivent guider cette commission-là qui seront mises sur pied à ne pas faire en sorte que dans une branche, qu'on ait 2 élus dans un bureau. Le bureau constitué doit conformément prendre les rênes du pouvoir en s'appliquant sur le code arrimé de l'espace UEMOA. Les membres ici formés auront pour tâche de sensibiliser les artisans, établir les listes électorales, déterminer les lieux de vote et proclamer les résultats. C'est pourquoi le directeur de cabinet représentant le ministre en charge de l'artisanat les a exhortés à plus de sérieux dans leur mission pour un artisanat au service de la croissance économique au Togo. 2 entreprises togolaises dans la démarche qualité de la CEDEAO. La première édition du prix CEDEAO de la qualité vient d'être lancée. Objectif, amener les entreprises de la sous-région à l'excellence et à la certification. Tabita ici à Kakpo, Carmen Madjé à Kakpo. La CEDEAO veut juger de la qualité des produits et services des entreprises de son espace en les mettant en compétition à travers l'édition 2017 du prix CEDEAO de la qualité. Le Togo sera présent à cet événement prévu le 30 juin prochain à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec 2 entreprises certifiées ISO. L'Institut Formatec et le cabinet d'audit AEC, respectivement primés Prix national de la qualité et prix UEMOA de la qualité. Notre objectif, c'est de représenter valablement le Togo. Aujourd'hui, aucune entreprise ne peut se prévaloir faire quelque chose de bien s'il n'y a pas la qualité. Tous les pays africains aujourd'hui aspirent à l'émergence. Nous ne pouvons pas atteindre cette émergence si nous n'avons pas des gens qui sont bien formés, qui sont bien qualifiés. Me distinguer comme un cabinet de référence, non seulement au Togo, mais dans l'espace UEMOA et être retenu pour la CEDEAO, je crois qu'au niveau professionnel, c'est une satisfaction personnelle. L'organisation du prix CEDEAO de la qualité permettra d'amener le maximum d'entreprises de la sous-région à s'engager dans la démarche qualité et à s'orienter vers la certification. Le prix essentiellement a pour objectif de rendre les entreprises qui participent à ce prix-là compétitives sur le marché. Parce que le constat qui a été fait, c'est que le manque, le déficit de qualité de nos produits ne permettent pas à ces produits-là d'être compétitifs par rapport à d'autres produits sur le marché international. Et ça limite sensiblement les exportations de nos pays. Et ça défavorise également l'intégration au niveau de la sous-région. 3 grandes entreprises seront donc primées dans 3 catégories, notamment la catégorie C pour les entreprises de 1 à 20 salariés, la catégorie B pour les entreprises de 21 à 100 salariés et la catégorie A pour les entreprises de plus de 100 salariés. La fête des mères, ce n'est plus un luxe, au contraire, une tradition désormais respectée avec la remise de cadeaux aux mamans. Cette année encore, le chef de l'État s'est manifesté envers elle. L'attention s'est surtout portée sur les femmes parturientes. Le récit de Medina Salabi. La fête des mères constitue toujours une occasion pour le chef de l'État de valoriser les femmes mères. À la maternité du centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio, celles qui venaient de donner la vie ont reçu leur kit. On n'attendait pas ce genre de geste de la part du président. Mais tout simplement, merci. Les femmes parturiantes de la pouponnière Sainte-Claire ont reçu elles aussi des cadeaux en reconnaissance des soins qu'elles apportent aux enfants. Les mêmes kits ont été distribués au centre Copesti qui s'occupe également des enfants en situation difficile. Cette attitude envers nous
signifie aussi leur soutien et encouragement pour la qualité du travail qui se fait au quotidien pour ces enfants. Et à notre tour, nous leur sommes aussi reconnaissantes. On est rassurés que cette visite-là, la ministre pense à nous et elle a vraiment le cœur au niveau des enfants. Donc vraiment merci pour ce geste. La délégation du ministère de l'Action sociale s'est ensuite rendue à l'hôpital préfectoral d'Aného et à la pouponnière Divine Providence pour le même geste. Je suis très content pour le cadeau qu'on m'a donné. Merci pour le gouvernement. Que Dieu n'a qu'à bénir la personne qui nous a donné ça. Que Dieu lui garde, que Dieu lui bénisse. Au total, 300 femmes ont bénéficié de cette générosité du chef de l'État à travers le pays. Il est 20h31 à l'étranger. La Gambie, souvenez-vous, la Gambie a aujourd'hui changé pour toujours. Ce sont là les mots du président Adama Barrow à son investiture. Mais 100 jours plus tard, tout reste encore à prouver. Les réformes sont toujours attendues. Le bilan du président Adama Barrow à 100 jours dans ce reportage Africa 24. En juillet 2017, il prêtait serment devant toute la Gambie. Le président de la République, Adama Barrow, a promis à son peuple qu'un véritable changement aura lieu à la tête du pays. Après 22 ans de règne sans partage de Yaya Jammeh, les Gambiens ont alors fondé beaucoup d'espoir sur le nouveau gouvernement. Quand on a beaucoup d'espoir envers quelque chose, on est forcément fatalement déçu. Il ne faut pas oublier que la Gambie, il faut nettoyer la Gambie. La Gambie, il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui à des endroits stratégiques de la vie économique, de la vie politique, de l'armée, et que tout ça, ce n'est pas simple, il faut remettre de l'ordre à l'intérieur. Plus de 3 mois après sa prise de fonction, les Gambiens déplorent le fait qu'aucun vice-président n'ait encore été nommé. Fatoumata Tambajang, que le président Barrow souhaiterait nommer à ce poste, dépasse la limite d'âge de 65 ans exigée par la Constitution. Alors qu'il a obtenu la majorité lors des législatives en avril, le chef de l'État n'a toujours pas présenté à l'Assemblée nationale les réformes qu'il avait promises lors de sa campagne. Quand on voit d'où vient la Gambie, les espoirs étaient énormes. Maintenant, il faut se poser la question, approchons-nous aussi des Gambiens, est-ce qu'aujourd'hui, le fait de pouvoir parler librement n'est pas une avancée pour eux? Est-ce que le fait de pouvoir se déplacer librement, de ne plus craindre l'armée, est-ce que ce n'est pas une avancée pour eux? Et donc, il y a pas mal de choses qui ont été faites, et c'est clair que l'espoir était très grand, et quoi qu'il aurait pu faire, ça n'aurait été jamais suffisant. 100 jours après son investiture, le bilan du président Adama Barrow divise les Gambiens. La population qu'il a élue et qui a placé beaucoup d'espoir en lui attend des actions efficaces et rapides. Alors que le chef de l'État mise sur les investisseurs étrangers pour renflouer les caisses du pays, il a accordé la priorité à la justice. D'abord en réintégrant la Cour pénale internationale, mais surtout en nommant des juges de nationalité gambienne afin de relancer un système qui avait été corrompu par l'ancien président. Le président Adama Barrow a encore 3 ans pour satisfaire tous ceux qui ont cru en lui. C'est nouveau retour à Lomé avec cette manifestation estudiantine. La journée de l'étudiant, c'était à Lomé, le récit de la manifestation avec Yasmine Kodia. Une conférence débat pour marquer la semaine de l'étudiant à l'Institut supérieur de droit et d'interprétariat ISDI. Au centre des échanges, le foncier togolais dans tous ses aspects. Les questions de l'insécurité foncière, le cadre juridique et bien d'autres problèmes qui minent le secteur sont ici abordés sans tabou. Lorsqu'on nous parle du titre foncier, notamment des problèmes de double vente, triple vente, alors que nous connaissons très bien le caractère qu'a le titre foncier. Il nous a également permis de retracer l'historique du foncier, du processus d'acquisition déjà, mais également permet déjà de nous projeter pour voir quels sont les défis réels auxquels sont confrontés le foncier togolais. SDI a signé une convention avec l'Association des grandes entreprises du Togo et l'Agence nationale pour l'emploi pour professionnaliser les curricula, pour professionnaliser nos parcours universitaires. L'idée, c'est de mettre en corrélation, en adéquation, l'enseignement universitaire, la formation universitaire et le monde de l'emploi. La question du foncier, selon l'orateur, reste sensible et tous les citoyens sont concernés. Pour lui, le foncier est devenu source de conflits. Les textes qui régissent le domaine, a-t-il souligné, sont presque caducs. Il faut alors tout refaire. Le choix du thème est inscrit dans la continuité de
des résultats ou des recommandations du Forum national du foncier. Le mode d'acquisition renvoie à différents modes d'acquisition de la propriété. C'est-à-dire que l'on peut devenir propriétaire d'un terrain de plusieurs façons. L'on peut devenir propriétaire par la vente, donc l'achat, par l'échange. L'on peut devenir propriétaire par la succession. Donc, ces différents modes d'accession à la propriété sont repris dans l'avant-projet de Code foncier domanial et j'essayais, dans la mesure du possible, de les présenter aux étudiants afin qu'ils en aient une meilleure connaissance et qu'ils en fassent le meilleur usage. L'Institut supérieur de droit et d'interprétariat est en partenariat avec d'autres universités étrangères 3 ans après sa création. La semaine de l'étudiant prend en compte la soirée des talents, le concours d'art oratoire, la soirée traditionnelle et bien d'autres activités jusqu'au 3 juin prochain. Communiqué avant de refermer cette édition du soir, communiqué du ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative et du ministre de la santé et de la protection sociale, et qui informe tous les deux les candidats au concours de recrutement direct régional du personnel médical, paramédical, administratif et d'appui pour le compte du ministère de la Santé et de la Protection sociale, session du 19 avril 2016, qu'ils peuvent consulter les résultats du dit concours. 1. Au cabinet du ministère de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative, au cabinet du ministère de la Santé et de la Protection sociale, enfin dans les directions régionales de la santé. Le Haut Commissariat à la réconciliation au renforcement de l'unité nationale, le HCROM, et l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Togo informent les populations de Lomé et de ses environs que l'exposition sur feu président Sylvanus Olympio, ouverte depuis le 26 avril 2017 au Palais des Congrès de Lomé, dans le cadre de la mise en œuvre de la recommandation 46 de la CVJR, sera délocalisée à partir du mardi 6 juin prochain dans les régions de l'intérieur du pays. À cet effet, le HCROM et l'ambassade invitent les visiteurs qui désirent encore visiter cette exposition au Palais des Congrès de Lomé à le faire avant le 6 juin 2017. Le HCROM et l'ambassade des États-Unis remercient tous ceux et celles qui ont visité l'exposition et qui ont émargé le livre d'or prévu à cet effet. Voilà qui m'a fin à cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez encore ce soir et comme d'habitude, toujours fidèlement sur la télévision togolaise. Excellente soirée.